Très bien, normalement ça devrait enregistrer, j'espère, parce que j'ai pas d'indication comme quoi ça enregistre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je n'ai aucun contrôle. Très bien, donc deuxième exercice, vous avez l'énoncé ici. Euh, ce- Oups. On cherche à résoudre numériquement l'équation x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Encore une fois, ces équations n'ont aucun intérêt en soi, si ce n'est de poser le problème de trouver un zéro. En pratique, on a souvent des polynômes comme ça de plus haut degré. Un polynôme d'ordre 2, on n'ira pas se casser la tête à faire des applications numériques, mais ici, c'est simplement pour illustrer des algorithmes. Donc, dans l'intervalle 2, 5, la première chose évidemment qu'on peut faire, c'est de tracer le graphe de la fonction. Ça, je sais faire. Et de voir effectivement qu'il y a un passage par zéro qui doit tourner autour de 3. Et ici, ce qu'on propose, c'est d'utiliser la méthode du point fixe. Euh, donc, c'est une méthode, encore une fois, très rapide, intéressante, qui peut être rencontrée dans pas mal de circonstances. Et la première chose ici qu'on propose dans cet exercice, c'est trois fonctions, parce que c'est vrai, je vous rappelle que l'idée ici, c'est d'écrire le problème à résoudre, x carré moins 2x moins 3 égale à 0, de le réécrire sous une autre forme qui est du genre g de x égale x. Donc de faire l'intersection d'une fonction, d'une autre fonction avec la, la- la bisectrice, hein. Donc c'est pour ça que cette méthode du point fixe, normalement, c'est une méthode itérative pour aller chercher euh, de, de- le point de contact ou le point d'intersection entre une fonction et la fonction y égale x. Alors, c'est sûr que si vous prenez g1 de x et que vous écrivez g1 de x égale x, eh bien, vous allez obtenir, on peut le faire de tête ici, x carré moins 3 égale 2x. Et si vous faites passer le 2x de l'autre côté, vous obtenez bien sûr x carré moins 3 moins 2x, autrement dit, l'équation que vous voulez mettre égale à 0. Puis vous pouvez faire la même chose avec g2 de x, hein. Si vous élevez g2 de x au carré, eh bien, vous allez avoir 2x plus 3. Donc, si g2 de x égale à x et que vous élevez tout le monde au carré, eh bien, vous allez avoir 2x plus 3 égale à x carré. C'est exactement l'équation que vous voulez résoudre. Puis, je vous laisse vous convaincre que la troisième équation vous donne aussi, si vous écrivez g3 de x égale x, eh bien, c'est exactement l'équation que vous avez à résoudre, c'est-à-dire x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Donc ces trois fonctions remplissent le contrat. La question de savoir est-ce qu'il y en a une qui serait plus intéressante que les autres pour obtenir, pour appliquer la méthode du point fixe et avoir une convergence surtout. Parce que c'est vrai qu'il y a une condition. Donc là, la première chose, vous avez les trois fonctions G1, G2, G3. Alors effectivement, G3 doit être disqualifié. Pourquoi? Elle doit être disqualifiée parce que si x, sur l'intervalle qui m'intéresse, 2, 5, hein, c'est l'intervalle sur lequel je sais qu'il y a un 0, eh bien la fonction G3 n'est pas tellement sympathique puisque à x égale 2 au bord de l'intervalle, eh bien vous voyez que cette fonction explose. Si vous remplacez x par 2, vous avez 3 divisé par 0. Donc elle explose à x égale 2. Donc ce n'est pas forcément la fonction la plus intéressante à utiliser puisqu'elle diverge, comme on le dit, hein, elle diverge à un des points de l'intervalle qui est justement le x égale 2. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que vous avez l'embarras du choix. Les trois choix qui sont ici ne sont pas du tout exhaustifs. Il y en a certainement d'autres. Il y a d'autres possibilités, mais vous en avez trois ici. La dernière, donc, peut être exclue. Alors ensuite, est-ce que laquelle des deux autres mérite d'être retenue? Eh bien, vous avez, il faut toujours, je vous le dis souvent, il faut toujours tracer des graphes quand on veut représenter ce genre d'objets. Et là, vous avez G1 et G2 qui sont tracés. Donc G1 de X et G2 de X. Bon, c'est pas très compliqué, hein, compliqué. Il y en a une, c'est un peu une parabole, hein, le X carré moins 3 sur 2. Et l'autre, eh bien, ça va être plutôt une fonction avec une autre concavité, racine. C'est la racine ici de 2x plus 3. Donc G2 et G1, vous les avez ici qui sont tracés. Évidemment, la solution que vous cherchez, c'est l'intersection de ces deux fonctions. Alors attention, ce n'est pas la fonction G1 qui intersecte la fonction G2 qui m'intéresse, c'est l'intersection de G1 avec la fonction qui est tracée en bleu,
y égale x. Et évidemment, G1 et G2 se coupent à cette intersection parce qu'elles ont été construites justement pour leur propriété de se couper exactement là où je veux chercher ma solution de la fonction initiale qui est qu'on a pu devant nous, mais qui est x carré moins 2x moins 3 égale 0. C'est bon? Donc, G1 ou G2, pour l'instant, les deux semblent remplir le contrat qu'elles intersectent y égale x au point voulu, mais c'est comme ça qu'on les a construites d'ailleurs. Par contre, on sait qu'il y a un critère pour lequel l'algorithme du point fixe, qui, je vous rappelle, hein, c'est de basculer, de toujours aller chercher le point d'intersection et d'essayer d'encadrer notre solution, eh bien, l'algorithme qu'on va mettre en place, qu'on va illustrer tout à l'heure, euh, ne fonctionnera que si la valeur absolue de la dérivée de la fonction g que j'ai choisie, soit G1, soit G2 ici par exemple, eh bien cette valeur absolue va être plus petite que 1. Donc si c'est plus petit que 1, alors effectivement, je, je- l'algorithme a des chances de converger. Si c'est plus grand que 1, l'algorithme va diverger. Il va répondre à chaque fois, mais plutôt que d'aller chercher l'intersection, il va se perdre à l'infini. OK, donc allons-y, regardons simplement le critère de convergence, savoir si l'une des deux fonctions réunit le contrat. Donc là, vous avez, bon, j'ai 1 de x, c'est pas très difficile à dériver, hein. Vous avez de x au carré en haut, moins 3. Le moins 3 ici, sa dérivée est égale à 0. X au carré vous donne un 2x, divisé par 2, ça vous donne x. Donc la dérivée de G1, G'1, c'est tout simplement x. Autrement dit, la valeur absolue de la dérivée de la fonction G1, eh bien, est comprise sous une fonction croissante, hein. La fonction y égale x c'est une fonction croissante. Donc la valeur absolue, ça va être compris entre 2 et 5. Et comme on l'écrit ici, c'est une mauvaise nouvelle puisque on veut que la valeur absolue soit plus petite que 1. Donc c'est sûr que là, vous n'avez pas de chance. La valeur absolue va être certainement au-delà de 1 puisqu'elle est comprise entre 2 et 5. Donc G1 n'est pas un bon candidat. Regardons maintenant pour G2. Alors G2, alors désolé, mais ici il y a une petite erreur et c'est pas G'1 que vous avez ici, c'est G'2. Donc G'2, la dérivée, bon, c'est pas tellement compliqué parce que vous avez 2x plus 3 à la puissance 1 demi. Vous savez comme moi que quand vous faites la dérivée, le 1 demi va tomber et il va vous donner 2x plus 3 à la puissance 1 demi moins 1, autrement dit moins 1 demi. Et puis vous devez dériver ce qui est à l'intérieur de l'argument de la racine ici, et vous avez un 2x qui va sortir un facteur 2. Donc le 2 va simplifier le 1 demi, et finalement vous allez rester avec un 2x plus 3 à la puissance moins 1 demi. Donc voici la dérivée de G2, et non pas de G1 comme je l'ai écrit ici. Donc la dérivée de G2, vous l'avez ici, et je vais regarder dans l'intervalle qui m'intéresse, eh bien, comment se comporte cette dérivée. Bon, c'est pas tellement compliqué de voir que 1 sur la racine de 2x plus 3, puisque après tout, la puissance est ici négative, hein, donc 1 sur la racine, c'est une fonction qui est décroissante. Plus le x va être grand et plus cette expression va être petite. Encore une fois, on peut très bien faire le tracé de cette fonction pour se convaincre qu'elle est décroissante. Et donc, puisqu'elle est décroissante, la valeur absolue, mais ici, de toute façon, c'est une racine, donc la valeur absolue, c'est la valeur elle-même. Eh bien, la valeur absolue va être comprise entre 1 sur racine de 2 fois 5 plus 3, puisqu'elle est décroissante, donc je vais chercher le 5 pour la valeur l'expression de cette fonction la plus petite. Et de l'autre côté, ça va être coincé avec 1 sur racine de 2 fois 2, puisque x est entre 2 et 5, et qu'elle est décroissante, 1 sur racine de 2 plus 3. Racine de 4 plus 3, pardon. Et si j'évalue ça, eh bien, je vois que la valeur absolue de G'2, de cette fonction G, la dérivée de la fonction G2, eh bien, c'est compris entre 0,2 et 0,3. Donc là, vous avez effectivement un très bon candidat pour faire rouler l'algorithme de la bisection. C'est clair? C'est bon? Donc c'est à la fois, cette méthode elle est intéressante, elle n'est pas très compliquée à mettre en œuvre.
La seule ambiguïté, c'est le choix de cette fonction g pour injecter ça dans l'algorithme. Je vous rappelle que c'est de transcrire f de x égale à 0 à un autre problème qui est g de x égale x. Et là, c'est un bon exemple où les fonctions g, eh bien, vous en avez plusieurs à votre disposition. Et encore une fois, le choix qui est présenté ici n'est pas du tout exhaustif. On pourrait très bien définir d'autres fonctions. Mais il y en a certaines qui sont impossibles, il y en a d'autres qui sont carrément instables et d'autres qui sont accessibles. Et comme j'ai deux ici, c'est la fonction qu'on peut utiliser, bien sûr, pour résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Bah, écoutez, dans la foulée, dans le même enregistrement, je vais vous parler de l'exercice numéro 3. On a, il y a quatre exercices, hein. En fait, le quatrième exercice, même que je vais vous laisser le faire, puisqu'il est dans la foulée de l'exercice numéro 3. Donc, exercice numéro 3, démontrer qu'il existe une racine c'est pas alpha, hein, c'est x, dans l'intervalle 1, 3 pour la fonction f de x égale x au cube moins racine de x moins 7. Donc, autrement dit, on va résoudre encore une fois, quand on parle de racine, hein, c'est de f de x égale à 0. Remarquez bien que ici, ça ressemble presque à un polynôme, mais ce n'est pas du tout un polynôme, puisque vous avez du x au cube et de racine de x dans la même équation. Donc ici, la solution ne peut être que numérique. Euh, donc, démontrer qu'il existe, ce ne sera pas très difficile. Et puis, utiliser la méthode du point fixe pour approximer sa valeur avec un point initial, x0 égale 2,5, et une précision de 10 moins 2. Alors, c'est vrai que la méthode du point fixe, on l'a pas. euh, donc, encore une fois, c'est g de x égale x. On va résoudre f de x égale à 0 en utilisant g de x égale x. On va transposer le problème en un autre problème comme on vient de le voir. Remarquez bien que dans l'exercice précédent, je n'ai pas résolu mon problème. Je vous ai montré simplement que toutes les fonctions n'étaient pas à prendre au pied de la lettre. Il y en avait certaines qui n'étaient pas admissibles pour jouer le rôle de g de x dans la méthode du point fixe. Ici, on va pousser un petit peu plus loin. On va d'abord sélectionner le bon candidat, s'il y a un bon candidat. Ça pourrait être les deux d'ailleurs, hein, qui puissent satisfaire notre critère. On va en sélectionner une et on va la justifier. Et ensuite, on va faire rouler l'algorithme de telle façon que, en partant d'un point x0 égale 2,5, parce que cet algorithme commence quelque part et ensuite il essaye d'encadrer, on essaie de converger itérativement notre solution, eh bien, ici, le critère d'arrêt, ce sera la précision de la solution. Autrement dit, que la solution à la énième itération soit plus proche de la précédente à 10 puissance moins 2 près. Parce qu'après tout, si ça converge, évidemment, aux itérations successives, je devrais avoir des solutions qui sont de plus en plus stables. Donc là, la critère, c'est 10 moins 2. Donc, le graphe que vous voyez encore une fois ici, c'est f. Donc, c'est clair que f de x égale à 0 à une solution dans l'intervalle 1,3, comme on le prétend ici. À nous de chercher justement la valeur de ce passage par 0. Et encore une fois, euh, la solution de f de x égale à 0 ne peut être faite que numériquement. Je n'ai aucune façon analogique exacte d'aller chercher la valeur qui annule cette fonction f. Donc la première chose qu'on me demande de faire, c'est de trouver la fonction g la plus appropriée pour résoudre mon problème par la méthode du point fixe. Je vous rappelle que la méthode du point fixe, hein, on rappelle l'algorithme ici parce qu'on va l'utiliser. Donc, c'est de choisir des points qui vont essayer de contenir la solution. Et bien sûr, la façon habituelle de savoir dans quel intervalle j'ai une solution qui peut être contenue, c'est d'aller chercher un intervalle AB, comme on le dit ici, et de vérifier que f de A, f de B est négatif. Je rappelle que ça, c'est le test classique pour dire ben, la fonction f forcément traverse l'axe des x et donc, il y a un zéro dans l'intervalle ici, AB. Vous, moi, on peut tous choisir un intervalle différent pourvu que cette condition soit réalisée et qui contienne le zéro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de choisir une fonction g de x
qui exprime le problème. Je vous rappelle que c'est d'écrire que f de x égale à 0 peut s'écrire aussi sous la forme g de x égale x. G de x égale x, et bien plusieurs candidats. On en propose deux ici. Alors, je n'ai pas écrit ici l'expression de f de x, mais vous pouvez y retourner et vérifier que si vous écrivez g de x égale x, eh bien G1, par exemple, vous redonnera l'équation du départ. Bon, on le voit presque à l'œil, hein. Si vous prenez G1 de x égale x et que vous élevez de chaque côté à la puissance 3, ça va vous donner racine de x plus 7 égale x au cube. Et si vous faites passer tout du même côté, eh bien, vous allez retrouver f de x égale à 0. Et c'est ça que vous voulez résoudre. De la même façon, g2 de x égale x au cube moins 7, le tout au carré. Eh bien, si vous écrivez que ça, c'est égal à x, là, cette fois-ci, c'est plutôt de prendre la racine carrée à droite et à gauche de l'égalité. Et vous allez retrouver votre fonction f de x égale 0 à résoudre. Donc voilà les deux scénarios, et on peut en inventer encore une fois bien d'autres qui peuvent remplir ce contrat. Dans les deux graphiques que vous voyez ici, on a fait justement, on cherche à résoudre g de x égale x, donc que ce soit pour G1 ou pour G2, on a tracé la fonction en magenta, et en bleu, c'est y égale x. Donc c'est vraiment le point d'intersection ici qui nous intéresse par l'algorithme du point fixe dont on parlera tout à l'heure. La première chose qu'on remarque, c'est que G1, effectivement, coupe bien, traverse bien la fonction y égale x, la fonction bleue ici que vous avez à gauche. La fonction, ce que vous avez à droite ici, la fonction magenta, c'est G2. Vous traversez deux fois. Donc là, déjà, il y aurait peut-être une ambiguïté à résoudre pour voir que c'est probablement le deuxième point d'intersection qui est ici que vous devez aller chercher par la méthode par la méthode du point fixe. Donc déjà, G2 présente un petit peu des défis de ce point de vue-là. Mais toujours est-il que quelle que soit la fonction, pourvu qu'elle soit admissible, hein, je vous rappelle que c'est une question de la valeur absolue de la dérivée de g qu'il faut contrôler dans l'intervalle qui nous intéresse. Ensuite, l'algorithme lui-même est d'une simplicité incroyable. C'est simplement l'algorithme de xi égale g de xi moins 1. Autrement dit, vous commencez avec une valeur initiale de x, et tout à l'heure, en x0, on a suggéré de prendre 2,5. 2,5, on se trouve un petit peu ici. Et ensuite, de faire l'algorithme x1 égale g de 0, de x0, pardon. Ensuite, x2 égale g de x1, et ainsi de suite. Donc, et si on regarde sur le dessin ce que ça fait comme quelque chose qui encadre, qui rebondit à chaque fois sur la fonction y égale x, et qui va bien sûr essayer de contenir de proche en proche votre solution f de x égale à 0. Et encore une fois, c'est le critère d'arrêt que vous avez défini, et on peut en définir un certain nombre. Je vous rappelle que dans l'exercice qui est ici, le critère d'arrêt, c'est la stabilité du x. Au bout d'un certain nombre d'itérations, normalement, le x ne devrait plus bouger. En fait, il va toujours bouger parce que c'est un critère qui converge vers la solution. À vous, à nous, de définir quelle est la tolérance de l'écart entre les x que je vais considérer comme étant dans ma borne, dans ma marge d'erreur. OK, donc si je continue, première itération. Alors, première itération, je rappelle que la fonction G1, alors je vais revenir un tout petit peu en arrière. Rappelez-vous qu'ici, on doit avoir que la pente de la fonction G au point d'intérêt, là, au point d'intersection qui m'intéresse, la pente doit être plus petite que 1. Alors, ce que je n'ai pas fait ici, mais je vous laisse le faire par vous-même, c'est de calculer la dérivée des fonctions G1 et G2 et de vérifier que dans l'intervalle d'intérêt, alors par exemple, dans l'intervalle qui serait autour de x égale 2, par exemple, pour ne pas être trop loin du point qui m'intéresse, parce que je sais exactement où est-ce que je devrais aller chercher mon zéro, je sais quelle est la région, mais je ne connais pas la valeur, et bien de vérifier, de voir si effectivement la pente de la courbe magenta ici serait effectivement plus petite que 1. En fait, on le voit presque à l'œil que
le cas de G2 est problématique parce qu'on voit bien que la tangente, la dérivée et la pente de la fonction au point d'intersection ici va être plus grande que 1. Et bien sûr, c'est pas tout de dire visuellement, on peut aller calculer, de bien encadrer cette pente et de s'apercevoir que dans l'intervalle autour de x égale 2, par exemple, donc je pourrais prendre, vous avez 1,8 ici, donc je pourrais prendre peut-être 1,95 et puis 2,2 par exemple, et m'apercevoir qu'effectivement, la dérivée de G est en valeur absolue plus grande que 1. Alors ça se voit à l'œil, mais je peux bien sûr le valider d'une façon un peu plus numérique en calculant la dérivée de G2. Alors si je ne vous montre pas, c'est parce que c'est peut-être pas très, ça demande un petit calcul, mais vous avez aussi des calculateurs qui vous permettent de faire le calcul analytique de la dérivée de G2 et de vous apercevoir qu'effectivement, la valeur absolue de la dérivée est plus grande que 1. Alors que pour G1, eh bien, c'est facile, presque à l'œil, on le voit, hein, que la pente va être plus petite que 1. C'est une pente beaucoup plus faible pour la fonction G1. Et effectivement, ici, vous allez avoir une pente qui va être plus petite que 1 autour du point d'intérêt. Encore une fois, vous pouvez prendre un petit intervalle autour du point que vous ne connaissez pas, mais à l'œil, je sais exactement définir l'intervalle qui contient et de vérifier qu'effectivement, la pente va être plus petite que 1. Donc, dans le cas présent, G2 doit être exclu, pas seulement parce qu'il y a deux points d'intersection, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est que la pente de G va être plus grande que 1 euh, dans la région d'intérêt de mon algorithme, alors que pour G1, eh bien, la pente est plus petite que 1. Donc, le choix, c'est G1 ici. Donc, une fois qu'on a ce choix, eh bien, on fait rouler l'algorithme, qui est encore une fois d'une simplicité d'implémentation et d'évaluation vraiment très, très simple, très, très efficace. Donc, x1 va être égal à g1 de mon point initial. Il faut se compromettre sur un point initial. On a pris 2,5 ici. Donc, g1 de 2,5, c'est racine de 2,5 plus 7 à la puissance 1 tiers. Ça vous donne 2,04. Donc ça, c'est ma première itération. Le x1 moins x0. Donc ça, c'est mon critère d'arrêt que je suis en train de mettre en place, c'est de regarder l'écart entre le point où je suis arrivé et le point d'où je suis parti. Je suis parti de x0, c'était mon point initial, et x1, c'est ma valeur, ma nouvelle valeur. L'écart en valeur absolue, parce que ce qui m'intéresse, c'est bien plus l'écart entre les deux valeurs plutôt que de savoir si c'est positif ou négatif. Je veux que cet écart soit plus petit que epsilon que j'ai fixé, qu'on a fixé à 10-2. Eh bien, évidemment, à la première itération, c'est généralement pas vraiment là où je vais rencontrer mon critère d'arrêt. L'erreur ici, x1 moins x0 en valeur absolue, c'est 0,4, 0,45, qui va être plus grand que 0,01. Autrement dit, je recommence. Et maintenant, de recommencer, c'est de prendre x2 égale g1 2 et non pas x0 ici, je vais le corriger avant de vous le distribuer, mais c'est x1 ici. G1 de x1, la valeur que je viens d'obtenir, et d'ailleurs vous le voyez ici, c'est la valeur x1 qui est à l'intérieur de la racine ici. Ça vous donne 2,0353. Voici ma nouvelle valeur. Je compare x1, enfin pardon, le x2 au x1 avec lequel je viens d'itérer, vous obtenez quelque chose de l'ordre de 0,012. Vous voyez que c'est encore plus grand que votre critère d'arrêt, pas beaucoup, mais c'est encore plus grand que le 10-2 que vous êtes fixé. Donc, vous faites une troisième itération. Votre troisième itération, c'est x3 égale g1 de x2. Vous voyez que mon compteur a mal fonctionné ici. G1 de x2, l'itération précédente. Vous avez le x2 qui est dans la racine ici, plus 7 à la puissance 1 tiers. Ça vous donne la nouvelle valeur de x qui est égale à 2,0349. Vous regardez l'écart entre cette valeur que vous venez d'obtenir et le x2 avec lequel vous venez de partir. Et ça vous donne ici 0,003, qui est bien sûr plus petit que le 10-2. Vous avez donc votre critère d'arrêt qui est rencontré et vous arrêtez votre algorithme. Donc voilà, et ça, voici le point, voici la solution hein, sur le graphe. Hein. Donc on constate qu'on est quand même arrivé à quelque chose d'assez performant. On peut bien sûr, c'est tout à fait informatif, on ne nous demande pas, mais on peut bien sûr vérifier quand même que la fonction évaluée sur ce résultat x3, votre fonction s'annule
disons, avec une qualité acceptable. Et ici, vous voyez que si vous évaluez f, eh bien, ça vous donne 0,0000119, autrement dit, et ça se voit sur le graphe, on est très proche de notre objectif. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair?